C'est un plaisir renouvelé de vous retrouver sur nos antennes For You Media Africa. Vous nous écoutez sur la 96.3 FM. Notre radio, vous qui êtes à Douala et ses environs, bien sûr au Cameroun, nous recevez sur nos différentes plateformes Facebook et YouTube For You Media Africa. En une de cette édition de Politoscope du 20 novembre 2022, on parle du scrutin en Guinée équatoriale. Justement, il se tient ce jour et pour le président Obiang Nguema Bazogo, c'est l'assaut à un 6e mandat, tandis que le bon nombre de la population, pense à faire de lui son choix parce qu'il est considéré comme, je cite, le faiseur de paix, fin de citation. Membres de l'opposition bénine, eux, ils visent plutôt l'Assemblée nationale et c'est que finalement, elle ne sait peut-être pas elle sait peut-être au final qu'elle ne peut pas faire le poids, justement, j'y arrive. Élection générale donc à Malabo, législative, sénatoriale, municipale et bien sûr présidentielle. L'opposition peut-elle espérer ravir des sièges face à une majorité du PDGE? C'est la question que l'on se pose dans cette édition, bien sûr, de Politoscope. Mais aussi, dans cette émission, nous irons du côté du Burkina Faso où des manifestations se sont tenues en fin de semaine, bien sûr. C'était pour réclamer le départ de l'ambassadeur français, mais également réclamer, bien sûr, le départ de cette base militaire sur le sol burkinabé. On reviendra sur ces différentes protestations, non à la France, et bien sûr non à l'ambassadeur. Du côté de Camboisé également, on réclame le départ de la force militaire. On en parle également dans cette édition, bien sûr, de Politoscope du 20 novembre 2022. Pour en parler, notre panel vous sera présenté dans quelques minutes, mais avant, on refait d'abord l'actualité politique d'Afrique et du monde, bien sûr, de cette semaine. Et on va démarrer en République centrafricaine où il y a du nouveau au sein de la Cour constitutionnelle. Je m'en vais d'ailleurs lire ce décret présidentiel, qui entérine bien sûr l'élection des membres du bureau de la Cour constitutionnelle. Décret numéro 2/471, entérinant l'élection des membres du bureau de la Cour constitutionnelle. Le président de la République, chef de l'État. La Constitution de la République centrafricaine du 30 mars 2016, la loi numéro 17.004 du 15 février 2017 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Le décret numéro 16.0218 du 30 mars 2016 portant promulgation de la Constitution de la République centrafricaine, le décret numéro 17.114 du 22 mars 2017 entérinant la désignation des membres de la Cour constitutionnelle, le décret numéro 22.455 rapportant partiellement les dispositions du décret numéro 17.113 du 10 avril 2022 entérinant l'élection des membres du bureau de la Cour constitutionnelle, vu le décret numéro 22003 du 4 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du ministère chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République et fixant les attributs du ministre. Vu le procès verbal de l'élection du bureau de la Cour constitutionnelle en date du 15 novembre 2022 sur rapport du ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République, le Conseil des ministres entendu décrète article 1er en application des dispositions de l'article 8 de la loi numéro 17.004 du 15 février 2017 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle est entériné l'élection des juges constitutionnels cités ci-dessous comme membres du bureau de la Cour constitutionnelle. Il s'agit de président Monsieur Jean-Pierre Waboué, vice-président Madame Sylvia Pauline Wawet Kengelewa. Article 2, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure
contraire et qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République centrafricaine. Fait à Bangui le 18 novembre 2022, c'est signé le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions, Maxime Balalou, mais également le premier ministre chef du gouvernement, Félix Moloa, et la signature chapeautée du président de la République, chef de l'État, professeur Faustin Archange Touadéra. Eh bien, on poursuit le round-up politique, cette fois-ci avec la participation de la partie technico-artistique. Des 8 formations politiques ayant déclaré leur candidature à la Commission électorale nationale autonome sont retenues pour prendre part aux élections législatives prévues le 8 janvier prochain. Il s'agit notamment de l'Union progressiste Le Renouveau, du Bloc républicain, du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, du mouvement populaire de libération, de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau et des forces Kori pour un Bénin émergent. Ces 6 formations politiques sont arrivées à valider leur dossier de candidature à la Sénat en recevant chacune le récépissé définitif pour participer au prochain scrutin législatif, a déclaré le président de la Sénat, Saka Lafia. L'ambiance était évidemment festive dans le cas des 6 partis politiques ayant composté leurs billets pour les législatives de janvier 2023. Leurs militants les ont accompagnés durant l'éprouvant processus du dépôt des dossiers. D'après le nouveau code électoral en vigueur au Bénin, les députés à l'Assemblée nationale du pays sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans dans 24 circonscriptions correspondant aux limites des départements. Le parti Les Démocrates de son côté, principal parti d'opposition, n'est pas assuré d'être dans la course. Les Équato-Guinéens sont appelés aux urnes le 20 novembre 2022 pour un triple scrutin, présidentiel, législatif et municipal. Au total, 3 partis politiques sont en lice pour ces élections qui se déroulent dans un contexte particulier. Car longtemps considérée comme un pays fermé, la Guinée équatoriale, sous le magistère du président Obiang Bazogo, s'est progressivement ouverte au monde à travers la participation et l'organisation à des sommets. Le pays a abrité récemment un sommet de l'Union africaine et va présider en 2023 l'Organisation des pays producteurs de pétrole. Les 3 partis en compétition pour ces élections sont le PDGE, le parti au pouvoir, le parti de la coalition social-démocrate et la Convergence pour la démocratie sociale. Pour ces 2 partis d'opposition, la tâche sera rude pour inverser la tendance à cause de l'hégémonie du parti au pouvoir sur la scène politique. Le PDGE détient 99 sièges descendent de la Chambre basse sortante et la totalité des 70 sièges du Sénat. Au pouvoir depuis 1979, le président Obiang Bazogo, 80 ans, va briguer un 6e mandat à la tête de ce pays qui connaît des moments difficiles sur le plan économique dus à l'instabilité et des prix du baril à l'échelle mondiale. C'est d'ailleurs par souci de réduire les dépenses que ces élections triplées présidentielles, législatives et municipales sont organisées et ce de manière anticipée. L'opposant congolais Martin Fayulu est ferme. Pas de négociations avec les rebelles rwandais du M23 qui sèment la terreur à l'est de la RDC. Lors d'un point de presse animé le 16 novembre, il a donné son avis sur la situation sécuritaire préoccupante à l'est du pays, où de nombreux groupes armés s'affrontent avec l'armée régulière congolaise. Martin Fayulu, qui n'est pas d'accord avec la politique menée par le président Félix Antoine Tshisekedi pour mettre un terme à l'insécurité à l'Est, s'oppose à l'idée de négociation avec le mouvement du M23. Une initiative menée par l'ex-président kenyan Uhuru Kenyatta et qui prévoit un tête-à-tête le 21 novembre prochain entre le gouvernement congolais et les représentants d'une dizaine de groupes armés. Martin Fayulu accuse le Rwanda et l'Ouganda d'agresser la République démocratique du Congo et fustige le silence de la communauté internationale sur ce conflit. Le Rwanda, précise-t-il, exploite les ressources naturelles du Congo, dont le coltan,
Pour l'homme politique congolais, le processus de Nairobi qui prône le dialogue pour faire taire les armes a pour objectif de valider les nouvelles frontières des territoires conquis en RDC par le Rwanda. Rappelons que Kigali et Kinshasa sont à couteau tiré depuis la reprise des armes fin 2021 par le M23 qui reproche aux autorités congolaises le non-respect des accords sur la démobilisation de ses combattants. Pour Kinshasa, ce groupe armé bénéficie du soutien du Rwanda, des accusations rejetées par Kigali. La réunion extraordinaire le 11 novembre de la Commission paix et sécurité de l'Union africaine devant examiner la situation politique au Tchad a donné à voir un désaccord de l'Union africaine sur d'éventuelles sanctions vis-à-vis du Tchad. Le pays a échappé aux sanctions comme le réclamait Moussa Faki Mahamat, président en exercice de cette commission de l'Union africaine pour la répression dans le sang des manifestations d'opposants tchadiens le 20 octobre dernier. Autre grief porté face au Conseil par Moussa Faki Mahamat contre le président tchadien, le refus d'une transition vers un pouvoir civil. Un discours contradictoire et acerbe contre le gouvernement de transition de Moussa Faki Mahamat, ancien premier ministre tchadien qui en avril 2021, après le passage au pouvoir de Mahamat Idriss Déby Itno, avait été l'un des premiers à s'opposer aux sanctions qui visaient le Tchad. En tout, seulement 3 des 15 membres du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine ont voté en faveur des sanctions contre le Tchad. Au cours de cette session extraordinaire, un défilement de l'Union africaine face à ses responsabilités selon certains analystes. Fermer les yeux pour les pays membres du Conseil face à la situation au Tchad s'expliquerait aussi par la position stratégique du pays, épicentre des conflits armés dans la région Afrique centrale et avec le Nigeria. Un prétexte sécuritaire jouant au soutien présumé de la France ou encore le fait d'un manque de pression d'une opposition disloquée après les événements du 20 octobre. Et bien sûr, merci aux membres de la rédaction centrale de For You Media Africa pour leur soutien dans cette émission Politoscope avec les éléments qui ont pu être diffusés grâce à la partie technico-artistique. Eh bien, il est venu l'heure pour nous de présenter le panel qui nous accompagnera bien sûr durant cette émission. Ils sont avec nous via notre connexion Internet. Eh bien, on démarre avec Tchéelou Lawson. Il est analyste politique et d'ailleurs considéré déjà comme le consultant permanent de cette émission Politoscope. Bienvenue à vous. De la télévision For You Media. Merci à tous les panafricanistes, à tous les kémites et à tous ceux qui suivent avec beaucoup d'intérêt votre émission qui a une importance capitale pour les Africains et les Afro-descendants. Merci également à vous d'avoir bien sûr répondu présent à cette invitation. Nous sommes également en compagnie de Nabaloum Abdoulaye du côté du Burkina Faso. Bienvenue à vous. Merci madame, bonsoir à vous, bonsoir à mon co-débatteur, bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs de For You Media, bonsoir à l'équipe technique et de réalisation et aussi à la direction générale de For You Media pour les efforts inlassables que vous consentez dans le cadre de la lutte de la conscientisation de la jeunesse africaine et des Africains de façon générale, partant de la lutte pour la souveraineté et l'indépendance totale et réelle de l'Afrique. Bonjour à tous les panafricains, bonjour à l'ensemble des souverainistes, bonjour à l'Afrique. Merci infiniment d'être là. Je rappelle que vous êtes membre de l'ASP, mais surtout l'un des membres fondateurs du mouvement Action pour la souveraineté du peuple, en abrégé ASP Burkina Faso. Et puisque je termine les présentations par vous, avec vous, bien sûr, on va essayer de planter le décor du côté du Burkina Faso, où des manifestations contre la présence française ont été constatées sur le terrain, du côté de Ouagadougou particulièrement et précisément. Eh bien,
bien, peut-être, puisque vous êtes de ce côté-là, tenter de revenir sur ces différentes manifestations. On aurait appris des blessés et puis, bien sûr, que la police est donc venue sur le terrain pour pouvoir disperser les manifestants, même si rien n'a été fait dans la brutalité, bien sûr. Vous confirmez ces informations? Alors, merci de nous donner l'occasion de nous prononcer sur l'actualité du Burkina Faso. Oui. Effectivement, la jeunesse, comme depuis le temps d'Amiba, depuis le temps de Roch Marc Christian Kaboré, qui avait annoncé les couleurs de mettre fin à cette France-Afrique-là, continue toujours sa lutte parce que sur le sol burkinabé, il y a toujours des soldats français. Donc c'est dans ce cadre-là que lors de l'avènement du président Ibrahim Traoré, la jeunesse avait clairement indiqué qu'il ne fallait plus que cette base militaire-là résiste encore ou soit établie encore sur le sol burkinabé. Donc c'est pour cette continuité d'action que les jeunes se sont mobilisés, encore pour dire non, il faut déjà donner une date pour que, en tout cas, donner des esquisses pour que cette base militaire et la politique française comprennent très clairement que ces soldats français ne sont pas le bienvenu sur le sol burkinabé. Pourquoi? Parce que nous avons des difficultés d'ordre militaire, d'ordre sécuritaire, et ils sont là, ils ne peuvent pas nous apporter grand chose. Donc, s'ils ne peuvent pas nous apporter grand chose, alors il ne faut pas qu'ils constituent encore un caillou dans la chaussure ou dans la chaussette que nous sommes en train de porter. Donc la jeunesse, elle est très engagée, elle est très mobilisée et elle est surtout très déterminée. Donc c'est pourquoi les jeunes se sont réunis dans un premier temps du côté du stade municipal qui n'est pas loin du palais du Nouveau Naba. Et de là, ils se sont déplacés sur le rond-point des Nations Unies qui continue directement vers l'ambassade de France. Et c'est là qu'ils sont arrivés pour livrer le message clair que il faut le départ de l'ambassadeur Luc Halal et ensuite il faudra démanteler la base militaire de Camouessin. Donc c'est lorsque la jeunesse s'est approchée de l'ambassade que effectivement nos soldats, puisque l'ambassade de France, il faut le dire, n'est pas loin de où réside le président du Faso actuellement. Donc, ils sont arrivés près de l'ambassade, il y a les soldats qui sont venus très rapidement installer le corridor de barrage, mais pas pour dire aux manifestants qu'il ne faut pas manifester, mais c'était juste des grilles de protection parce qu'il y a la présidence qui est juste à côté. Et à la suite de ça, il y a aussi une équipe de gendarmerie qui est venue juste pour encadrer les différentes marches. Et c'est lorsque les jeunes ont senti qu'il y avait des Français qui étaient en train de filmer, en train de prendre des photos, qu'ils ont commencé à insulter et à lancer. Et c'est là que de l'intérieur, ils ont tiré du gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. Mais comme c'était une première étape, lorsque cette étape est terminée, toute la foule s'est dirigée du côté de Camouessin. Donc, effectivement, l'ensemble des jeunes et des populations se sont déplacés au camp de Camouessin pour encore manifester, pour encore témoigner leur ras-de-bol de cette présence inutile, de cette présence qui constitue une contrainte, qui constitue une persécution de nos populations, mais surtout inefficace pour apporter des solutions inefficaces et inadaptées pour nous apporter des solutions face à la question sécuritaire. Donc voilà d'emblée les éléments par rapport à cette situation que je précise.
Merci infiniment pour ces précisions. Eh bien, après avoir écouté Nabaloum Abdoulaye, Tché Elou Lawson, peut-être d'abord, avant que de poser la question fondamentale qui vous sera adressée, jeter un regard déjà d'emblée sur la situation, justement, que ce soit avant ou alors au lendemain de ces différentes manifestations qui réclament le départ de la France au Burkina Faso. On rappelle que ce ne sont pas les premières. En 2022 seulement, il y en a eu au moins une vague de 3, pour ne citer que ça. D'abord, je voudrais saluer mon camarade burkinabé. Oui. Vous savez que tout ce qui se passe au Burkina a une influence ou un impact absolument sur les pays limitrophes, notamment le Togo, le pays dont je suis originaire, dont nous partageons les mêmes frontières, nous partageons les mêmes difficultés et la même problématique géopolitique. Alors je voudrais donc le saluer à travers lui, saluer tous les Burkinabés, saluer la jeunesse burkinabé, qui est le peuple burkinabé qui est cohérent, cohérent dans sa détermination, cohérent dans ses revendications, cohérent dans ses objectifs clairement affichés. Et donc les manifestations des derniers jours s'inscrivent dans la logique des revendications de ce peuple des pays des hommes intègres qui ne voudraient plus voir sur ces sols les bases militaires françaises. Et les gouvernements successifs ont promis de le faire. Et il faudrait que le nouveau gouvernement d'Ibrahima Traoré donne des signes clairs, donne des indications assez claires sur sa volonté, sa détermination de mettre fin à cette base militaire française. Je crois que aujourd'hui, les peuples africains sont éveillés et demandent tout simplement à ce que tout citoyen d'un pays normal réclame à ses dirigeants, c'est-à-dire des comptes, des accords, des comptes en termes de résultats. Et si on voit dans la projection, eh bien, on voit que les bases militaires françaises au Burkina n'ont pas pu atteindre les objectifs de sécurité qu'elles se sont donnés. Et c'est tout à fait évident que le peuple souverain réclame des comptes et s'il n'y a pas de résultat au bout de la ligne, réclame donc le départ de ces forces militaires dont l'objectif, visiblement, ne s'aligne pas avec la volonté de protection du Burkina. Autrement, on ne verrait pas le pays complètement dévasté par des hordes de djihadistes dont le financement, l'encadrement et aussi les moyens militaires et les munitions, on ne sait d'où ça vient. Il est également évident que ce dispositif français s'inscrit dans un axe, vous voyez, puisque les Français ont une base au Burkina, en Côte d'Ivoire, et donc l'opération Sabre, qui est un peu comme l'intelligence opérationnelle qui sert de lien entre la base en Côte d'Ivoire et leur repli stratégique au Niger, bien évidemment. Donc c'est un maillon important. Et aujourd'hui, je crois que les Burkinabés ont compris que pour se libérer de cet impérialisme qui ne dit pas son nom à travers des bases militaires sur le continent africain, il touche un point très sensible de ce dispositif. Il va falloir que le gouvernement d'Ibrahima Traoré affiche clairement ses intentions, et non seulement ses intentions, mais aille à l'acte. On veut des actes précis, des actes concrets pour rassurer non seulement le peuple burkinabé, la jeunesse burkinabé, mais aussi tous les panafricains sur sa volonté justement d'aller vers la rupture avec le système france-africain. Au-delà des bases militaires, se posent aussi les questions des accords coloniaux, voyez, qui maintiennent en esclavage les pays africains. Donc il va falloir revoir également tout en détail tous ces accords. Mais ça ce n'est pas juste un problème du Burkina Faso. Bien évidemment que ce n'est pas seulement un problème du Burkina, mais ça fait partie d'un ensemble, vous voyez, puisque la question sécuritaire, la question terroriste, au départ, n'était pas un problème burkinabé. C'était une erreur fondamentale d'arrogance, de malappréciation des faits, d'impérialisme, de violation des règles internationales qui a amené la France et le Qatar
à se servir d'un semblant d'accord de l'ONU pour attaquer la Libye et détruire la Libye. La conséquence, c'est toute la sous-région aujourd'hui qui est affectée à ça. Et le Burkina perd tout simplement, est en train de payer les erreurs des Occidentaux, notamment des Français, dans cet lamentable projet de destruction de la Libye. Mais au-delà de ça, tout un plan d'occupation du Sahel, avec qui a des ressources immenses dans son sous-sol. Donc, il y a une volonté de recoloniser le Sahel et le Burkina, où les Burkinabés sont en train de payer aujourd'hui les frais. Et donc, si les Burkinabés veulent inscrire leur Louis dans la globalité, en termes de revoir ces accords coloniaux qui sont des accords esclavagistes qui maintiennent les Africains ou les pays africains dans le sous-développement et la misère, il est tout à fait évident que ce combat est tout à fait noble et ce n'est pas seulement de la volonté des Burkinabés. Les Maliens l'ont commencé et ils continuent le combat. Les Burkinabés ont pris la relève. Les Guinéens et d'autres pays également de la sous-région prendront la relève pour qu'enfin l'Afrique sorte de cette vassalité, de cet impérialisme manichéen qui détruit les espoirs de tout un continent. Tchéelou Lawson, vous parlez du gouvernement, notamment du capitaine Ibrahim Traoré, qui devrait peut-être montrer clairement quelles sont ses appréhensions ou alors ses aspirations futures. Justement, le gouvernement a réagi lors de ces manifestations, du moins au lendemain de ces manifestations, pour certes appeler à la calmie, mais surtout on a senti comme une forme de promesse de changement. Alors on va peut-être essayer d'avoir ce communiqué justement pour en avoir quelques bribes en ce qui concerne cette forme de promesse. En tout cas, c'est un peu comme ça que moi je l'ai lu et justement j'appelle à votre lecture en tant qu'analyste politique. Alors, lorsque le communiqué signé, bien sûr, le porte-parole du gouvernement, avec la participation de la partie technico-artistique, on aura certainement la possibilité de la voir à l'écran. Alors, les propos que j'ai pu recueillir sont tout simplement le gouvernement appelle à la calmie, je cite, au risque de plonger le pays dans un cycle de manifestations sans fin préjudiciable à nos objectifs de paix, de stabilité et de sécurité, fin de citation. Est-ce que cela n'était pas une forme de promesse du gouvernement, de la part du capitaine Ibrahim Traoré, qui promettait d'une certaine manière que ces doléances de la population seraient prises en compte? Que le gouvernement s'inscrit dans la calmie. C'est tout à fait une démarche assez responsable. Mais au-delà de la calmie, il va falloir que les actes suivent les promesses. Nous avons quand même apprécié la première visite du capitaine Ibrahima Traoré au Burkina. Et la suite de cette visite, on a compris, en tout cas la lecture que nous en avons, est que le Burkina est prêt à travailler avec son pays frère parce qu'ils ont une longue frontière ensemble, ils ont les mêmes problèmes de sécurité, et également voir dans quelle mesure ils peuvent tacler ensemble le problème de l'insécurité. Donc c'est une bonne démarche. Nous avons également suivi avec beaucoup d'intérêt la déclaration du Premier ministre à l'Assemblée, qui a évoqué des pistes assez intéressantes, et justement la question du bilan a été posée pour les bases militaires, mais aussi également diversifier les partenaires et les avoir en termes de compétences, de partenariat gagnant-gagnant. Et il est allé jusqu'à même évoquer, je dirais, le panafricanisme en termes de mettre ensemble les pays pour pouvoir aller vers l'union entre le Mali et le Burkina. Donc, c'est de très bonnes pistes et nous l'encourageons là-dessus. Mais nous savons qu'ils sont un peu pris en tenaille. En tenaille parce que, la France, avec ses grosses bottes et ses accords avec lesquels il a toujours tenu les États africains, les dirigeants, qui est là, qui n'est pas facile à défaire, mais il faut un courage, il faut une certaine détermination. Et de ce point de vue, on attend de pied ferme le gouvernement
d'Ibrahima Traoré. Je voudrais également signaler, en toute fin utile, qu'il ne faudrait pas se tromper d'objectif. Le problème n'est pas le peuple burkinabé. Oui. Le problème n'est pas les manifestants. Vous voyez, le problème n'est pas les Burkinabés. Le problème est quand on a suivi le président Ibrahima Traoré dans sa rencontre avec la société civile, on a apprécié à demi-ton cette déclaration parce que, et bien évidemment, en tant que chef d'État, il doit pouvoir informer sa population sur les dangers ou sur, je dirais, l'heure juste de la situation sécuritaire dans le pays. Il a fait avec beaucoup de franchise, nous l'apprécions, mais en termes de diagnostic, c'est vrai aussi qu'il doit appeler à une certaine solidarité entre les Burkinabés parce qu'il y a le feu au lac, il y a le feu en lac des Meurs et le sentiment qu'il a partagé, c'est comme si les Burkinabés sont dans le Titanic et que le bateau est en train de prendre de l'eau, mais au niveau des villes, les gens ne sont pas tout à fait conscients de cette réalité. De ce point de vue, on ne peut que l'apprécier, de pouvoir partager l'heure juste. Mais là où nous divergeons avec lui, le problème de fond, ce n'est pas les Burkinabés. Même si ceux qui sont dans la capitale ne font pas preuve de solidarité, ce n'est pas là le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est les gouvernements successifs qui sont passés à la tête du Burkina, soutenus par la France et qui ont plongé le pays dans cet état. En ce 22e siècle, on ne peut pas admettre que les Burkinabés, en tout cas une partie du territoire, que les gens soient laissés à la faim, à la souffrance, sans aucune protection de l'État, jusqu'à ce que les gens puissent manger de l'herbe selon la déclaration du président. C'est scandaleux, c'est absolument scandaleux. Et ça, c'est la faute aux dirigeants, c'est la faute au gouvernement successif, à ceux qui ont pris des décisions, aux leaders, au leadership. Et quand il est intervenu pour faire le coup d'État, c'est justement pour corriger ça. Donc, pour nous, oui, il faut un appel de solidarité de tous les Burkinabés parce qu'il y a un feu au lac, mais la responsabilité, c'est ceux qui ont pris les mauvaises décisions ou ont pris les mauvaises orientations ou ces accords coloniaux qui ont maintenu le pays dans la paupérisation et la souffrance. Donc la solution est ailleurs et c'est là où les Burkinabés attendent le nouveau gouvernement. Alors, Monsieur Nabaloum Abdoulaye, vous qui êtes sur le terrain et qui connaissez plus que nous, certainement, les aspirations du peuple burkinabé, est-ce que vous avez l'impression qu'Ibrahim Traoré, après cette sortie, ou alors du moins depuis quelque temps, a réussi à satisfaire les populations dans le sens, bien sûr, de ces doléances, notamment les manifestations, rien que de cette fin de semaine. Avec cette sortie, vous aussi, vous voyez en ces propos une promesse de changement ou de départ de la France? Alors, d'abord pour la correspondance, pour nous, elle est vraiment administrative et classique. Oui. Voilà. Et le discours du Premier ministre est venu nous conforter davantage que, effectivement, on n'est pas très loin de la fin de cette France-Afrique-là. Mais comme la diplomatie s'impose, il faut aller dans le schéma diplomatique. Et nous savons aussi que l'impérialisme, notamment la France, n'est pas prête à quitter et elle tente par tous les moyens pour s'accrocher, comme elle le fait d'ailleurs au Mali. Donc, c'est pour cela que nous, au niveau de la société civile, nous avons bonne conscience de cette situation-là parce que il suffit d'un rien pour qu'on arrive encore à déstabiliser l'autorité ou en tout cas à déstabiliser nos présidents et on va donner encore un béni oui-oui de la France et nous sommes encore dans des problèmes. C'est au regard de ces situations-là que la jeunesse va toujours mettre la pression. La population qui est de plus en plus consciente va doubler davantage et mettre toujours la pression sur les dirigeants. Oui, aujourd'hui, Ibrahim Traoré, avec son Premier ministre, à travers les deux grandes interventions, en tout cas les deux grandes communications qu'ils ont eues, a rassuré plus de Burkinabés, si je peux le dire, parce que c'est véritablement un langage de vérité qui a été d'abord par Ibrahim Traoré et encore par le Premier ministre hier. Et ces deux grandes communications ont rassuré. Donc, ces dirigeants veulent travailler à l'intérêt de leur travailler pour répondre aux aspirations
qu'il avait eue. Et dans son discours, est revenu sur ces différents accords. Et lorsque nous, la perception qu'on a de ce qui a été dit dans ce discours-là, c'est que effectivement, les différents gouvernements qui ont eu à signer des accords ou qui ont eu à travailler avec la France n'ont pas eu le courage ou par laxisme ou en tout cas une franche collaboration, sachant bien que ces accords ne pouvaient pas répondre aux aspirations du peuple burkinabé. Alors, j'ai l'impression que la connexion est très mauvaise. Nous aussi, on a cette impression. En tout cas, on va essayer de revenir vers vous, Nabaloum Abdoulaye. Thierry Lawson, Ibrahim Traoré a fait asseoir son gouvernement il y a de cela quelques jours. Il a eu le temps de pointer du doigt, voilà, chacun, notamment sur le plan sécuritaire, en rappelant à chacun le bilan, disons, de son passage, mais surtout en appelant chacun à se remettre en question et à porter un rapport qui permettrait de mettre sur pied des jalons d'avancement, disons-le ainsi. On peut donc comprendre que c'est un dirigeant qui non seulement veut calmer le jeu sur le plan sécuritaire et même au sein de la population, mais qui aussi sait parfaitement où il va et où il doit mener son peuple. Absolument, parce que pour pouvoir mener une politique à bien, il faut partir d'un bilan, il faut partir d'un diagnostic sérieux, sévère, rigoureux, scientifique, sans compromission. Et je crois qu'il a fait ce diagnostic-là en termes justement de la situation du terrain, en termes sécuritaires, mais aussi en termes de l'abandon d'une partie du territoire et des populations, de la paupérisation et de la misère qui explique l'absence complète de l'État. L'État est complètement inexistant. On a l'impression que l'État se résume à la capitale ou aux deux grandes villes, le Ouagadougou. Et là même, il n'y a plus de lien. Il n'y a plus de lien entre les deux villes. C'est assez grave comme situation. On va inviter Nabaloum à baisser le volume du direct qu'il écoute depuis où il se trouve. Je crois que c'est bon. Oui, vous pouvez poursuivre, Thierry Lawson. OK. Donc, le diagnostic que le président Ibrahima Traoré a posé est tout à fait juste et assez alarmant aussi. Et ça a l'intérêt, en tout cas, d'éveiller la conscience de tous les Burkinabés. Ça a le mérite d'un appel patriotique à la solidarité, au patriotisme, à la mise ensemble des forces et des énergies, parce qu'un peuple est toujours invincible quand il décide de se mettre en ordre de bataille. Et de ce point de vue, le capitaine qu'il est a besoin du rassemblement de la troupe. Et donc, le peuple burkinabé doit avoir l'heure juste, doit savoir ce qui se passe dans l'ensemble et créer ce sentiment de patriotisme des pays. Le pays des hommes intègres appelle tous ces hommes intègres à l'action et à la bataille. De ce point de vue, nous partageons absolument son analyse. Mais là où nous divergeons, c'est le fait qu'on a senti dans ce discours-là qui remet la patate chaude dans les mains de la population, de la société civile, alors que, bien évidemment, c'est les gouvernements successifs qui ont dirigé le Burkina depuis son indépendance, à part donc la parenthèse du capitaine Thomas Sankara, qui a ouvert quand même les yeux non seulement des Burkinabés, mais de toute l'Afrique sur ce sentiment patriotique, cette volonté d'être africain et de pouvoir avoir en point de mire les intérêts des Africains à travers toute la politique, la démarche, la vision, l'identité, et donc, mais très rapidement, avec justement les forces africaines, il a été assassiné. Et on est revenu à la case de départ avec 27 ans de dictature de Blaise Compaoré, et nous avons vu que malgré que le peuple s'est mobilisé pour chasser ce gouvernement, il y a eu des tractations pour revenir encore
à des fondamentaux de la France-Afrique qui maintiennent ce pays dans la souffrance et un genou sur son cou. Aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins et Ibrahima Traoré a toutes les cartes en main, bien qu'il y a des, je dirais, des forces extérieures qui essaient de le menacer, de le maintenir dans le statu quo. Je voudrais faire allusion, par exemple, à la décision assez surprenante du gouvernement américain qui a sorti, à partir du mois de janvier, le Burkina des accords commerciaux avec le continent, ce qui n'est pas explicable à notre point de vue, mais on voit qu'à chaque fois qu'un pays africain veut se libérer de l'impérialisme, il y a une certaine coalition des puissances occidentales pour le maintenir à genoux, pour le maintenir dans la souffrance, alors que les populations meurent de faim, de souffrance, de misère, et que l'État n'existe pas. Et on ne comprend pas cette démarche, en tout cas cette logique des puissances occidentales. Mais c'est de bonne guerre, puisque l'Afrique est un peu leur base arrière. Ils veulent maintenir l'Afrique dans cet état de pauvreté pour mieux avoir accès à ses ressources, pour nourrir l'insolence de leur richesse à l'extérieur. Mais ils oublient que sur la terre des Africains, il y a des Africains, et ces Africains ont aussi un avenir, veulent vivre, veulent s'épanouir avec leur famille, ont des rêves, des ambitions pour leurs enfants, et la solution n'est pas aller de mourir dans les déserts de Libye ou dans la Méditerranée, mais de se réaliser chez soi, sur leur terre, sur la terre de leurs ancêtres. Donc, de ce point de vue, nous pensons que les Occidentaux doivent revoir surtout les Américains, doivent faire une très bonne lecture de la situation géopolitique de l'Afrique aujourd'hui, du réveil du continent, et de comprendre que les populations ont des aspirations profondes et veulent que les dirigeants aillent dans ce sens-là et que ces dirigeants soient également très honnêtes avec leur population. S'il y a une situation qui ne va pas, qu'ils le disent clairement, voilà nos blocages, voilà nos difficultés, eh bien, le peuple prendra ses responsabilités parce que le peuple, en fin de ligne, in fine, est souverain. Eh bien, Nabaloum Abdoulaye, on a donc un peuple burkinabé qui absolument veut faire entendre sa voix. Est-ce que finalement, c'est réellement une rupture diplomatique que désire le peuple burkinabé ou alors un changement de politique de la part de la France? Parce qu'il faut peut-être rappeler que, eh bien, si on considère que le monde est donc un village planétaire, les relations diplomatiques sont presque... je ne dirais pas obligatoire, mais nécessaire. Alors aujourd'hui, s'il fallait demander réellement quelque chose, est-ce que ce serait vraiment une rupture diplomatique ou alors un changement de politique vis-à-vis du Burkina Faso venant de la France? Est-ce que Nabaloum est toujours avec nous? D'accord, on va peut-être réessayer avec Monsieur Nabaloum. Je ne sais pas s'il a saisi totalement la question. Donc aujourd'hui, est-ce que les Burkinabés désirent réellement une rupture diplomatique ou alors un changement de politique de la part de la France vis-à-vis du Burkina Faso? Je ne sais pas si vous me recevez. Parfaitement. Alors, je vous reçois. bon, rupture diplomatique ou... Vous me recevez? Oui, allez-y, Nabaloum Abdoulaye, nous sommes avec vous. Rupture diplomatique. D'accord, on va essayer de se repositionner à Monsieur Nabaloum. Alors, ce que vous avez à faire, c'est peut-être vous déconnecter et puis revenir vers nous. Tiens, Lawson, je parlais justement du fait que le monde est aujourd'hui un village planétaire et donc les relations diplomatiques sont peut-être pas obligatoires mais nécessaires pour chaque État, pour chaque nation. Qu'est-ce qui serait peut-être
la meilleure combinaison aujourd'hui pour le peuple burkinabé ainsi que son territoire et puis son gouvernement? Une rupture diplomatique, est-ce que ce n'est pas un peu trop élevé, ou alors un changement de politique? Parce que par exemple, lorsqu'on regardait sur le terrain, parmi les manifestants, certains disaient tant que la France ne change pas sa politique d'exploitation de notre pays, on demandera son départ. Donc ça veut dire que s'il y a un moment, un changement de total, un revirement à 190 degrés, il y aura peut-être une entente. Est-ce qu'on aurait perdu Elou Lawson? Peut-être que lui également a peine à nous recevoir. Alors, la technique n'est pas... Je disais tantôt qu'à l'analyse, Oui. si on regarde, hein, on se projette dans Oui, je vous entends, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Est-ce que je peux continuer? Oui, je peux. D'accord, Monsieur Nabaloum, vous êtes de retour. Vous pourrez donc prendre la parole après Monsieur Lawson. D'accord. Donc, je disais que lorsque vous écoutez les autorités maliennes, ils disent toujours que ils travaillent avec tous les partenaires, mais la seule condition, c'est les partenaires qui respectent d'abord les Maliens, qui respectent le choix des Maliens. Donc, je pense qu'ici aussi, pour la France, pour ce qui est de la coopération militaire, Donc, Monsieur Nabaloum, comme je le disais tout à l'heure, vous prendrez la parole après Monsieur Lawson. Toutes mes excuses, hein, Monsieur Lawson, vous savez, avec la communication à distance, c'est celui qui parle à l'instant qui peut être audible. Ça ne dépend pas de nous à la technique. Donc, allez-y, Monsieur Lawson. À ces difficultés qu'on comprend. Alors, je disais tantôt que quand on jette un regard, un rétrospectif sur les accords qui ont lié ou qui sont devenus des... d'autres coopérations sur lesquelles le Burkina pourra toujours... Des goulots d'étranglement pour les Africains depuis 1960. On est désolé, en tout cas, c'est assez désolant comme bilan. Les pays africains francophones tirent tous le diable par la queue. Et donc, il y a aujourd'hui, avec le réveil des Africains, de la jeunesse africaine, l'Afrique des années 60, ce n'est plus l'Afrique de 2022. Et comme le disait le professeur Nusire Kalala Omotunde, nous sommes dans l'heure du Verseau. Et dans l'ère du Verseau, les vibrations sont plus positives et les Africains, dans cette émulation, veulent tourner une page, veulent changer les choses. Et donc, je pense que la France a une belle opportunité de revoir ses accords et de tenir compte justement des fondamentaux que posent les Africains. La première chose, c'est le respect de leur souveraineté. La seconde chose, c'est des partenariats gagnant-gagnant. Et enfin, que la voix des populations, la voix des Africains soit prise en compte dans les décisions et que ce ne soit pas la volonté de Paris en termes de gouvernance qui s'impose à ces pays africains. Et in fine, la démocratie. Alors, si ces trois éléments sont pris en compte, je pense que les Africains ne rejettent pas
le partenariat, ne veulent pas créer un système d'autarcie, puisque le monde, c'est l'Afrique qui a donné à l'humanité tous les éléments de la civilisation. Et on ne peut pas se développer, on ne peut pas aujourd'hui s'enfermer. Il faut créer des partenariats commerciaux, d'échanges avec les autres pays, les autres civilisations. De ce point de vue, l'Afrique l'a bien compris, elle l'a toujours fait depuis des millénaires. C'est pas aujourd'hui que l'Afrique va vouloir s'enfermer. Donc, un partenariat avec la France ou d'autres pays avec l'Occident est tout à fait bienvenu. La question, il faut changer de paradigme. Il faut aller vers la rupture dans le paradigme, avec le paradigme impérialiste. C'est de ça qu'il s'agit. Et il faut oublier que l'Afrique va être encore ce terrain esclavagiste qu'on viendra ramasser les ressources comme on veut, tuer les populations avec des politiques complètement insensées pour le seul profit des empires coloniaux. Donc il faut sortir de cette logique-là. Et si c'est fait avec courage et détermination, bien évidemment que les choses iront pour le mieux. Nous avons quand même des choses ensemble. Il y a une langue en partage, il y a une culture en partage, qui sont quand même des atouts, vous voyez. Mais si la France entête dans cette arrogance, dans cette façon de penser que parce que nous l'avons toujours fait de cette façon, ces gens-là, on les considère comme attardés et c'est nous qui devrions les gérer de façon dominatrice ou impérialiste, bien évidemment que ça ne pourra plus marcher avec la nouvelle génération. Donc, il appartient à la France de revoir sa copie et il ne s'agit pas tout simplement de se retrouver dans une stratégie où on quitte d'un pied, on revient avec l'autre pied, avec par exemple la stratégie qui se passe au Mali. On quitte le Mali, on établit des bases militaires au Niger. Voilà que les Nigériens sont aussi en train de se révolter contre ce système-là. Donc, il faut sortir complètement de cette politique archaïque de bases militaires. Et c'est seulement la France qui le fait. On ne voit pas de Grande-Bretagne avec des bases militaires en Afrique. On ne voit pas d'autres pays. C'est seulement... Alors, pourquoi il faut maintenir les bases militaires dans les pays africains? C'est une vraie question qu'il faut penser. Pourquoi les accords produisent le sous-développement? Pourquoi il n'y a pas une vraie partenariat de transfert technologique qui permet aux pays africains de se développer et de transformer leurs ressources sur place? Pourquoi on ne change pas de modèle économique? Pourquoi on veut rester toujours dans ce rapport d'exploitation et qui crée la paupérisation dans un sens et la richesse de l'autre? Pourquoi on veut maintenir les Africains dans le franc CFA qui est une forme de monnaie nazie et qui favorise l'exploitation des populations? Voilà des vraies questions et il appartient à la France d'apporter les sujets. Ce n'est pas une question d'être malin, c'est pas une question de penser qu'on est plus intelligent et puis bon voilà. Alors, comme l'a dit le Premier ministre Maïga à la tribune de l'ONU, on prend la balle, on se dribble soi-même et on donne l'impression qu'on est en train de jouer le jeu. Ça ne marchera plus avec la jeune génération africaine partout dans tous les pays. Et de ce point de vue, je crois que s'il appartient à la France de changer de paradigme, d'aller vers la rupture conceptuelle, structurelle de sa pensée relationnelle avec l'Afrique, politique, économique, technologique et sociale avec l'Afrique, sinon il va rater le coche. Eh bien, avec la partie technico-artistique, on nous signale que Nabaloum Abdoulaye est de retour. J'espère que c'est la bonne cette fois-ci. Un petit test, bienvenue. Je suis là. Et toutes mes excuses pour la qualité de la connexion qui nous fait défaut ce soir. D'accord. On vous pardonne et on vous fait cette fleur-là pour cette fois-ci. Eh bien, je crois que la question, vous l'avez bien mémorisée. Vous essayez de répondre d'ailleurs tout à l'heure, mais ça n'a pas été évident. Vous vouliez peut-être reprendre depuis le début, peut-être pour vous situer rapidement. Eh bien, je demandais si la population burkinabé aujourd'hui tient absolument
une rupture diplomatique plutôt qu'un changement de politique vis-à-vis du peuple burkinabé venant de la France, bien sûr, parce qu'étant dans un village planétaire aujourd'hui, disons que les relations diplomatiques sont plus que nécessaires quand même. Oui, sur la question, c'est pourquoi je disais que sur les questions militaires, notamment la coopération militaire, c'est vraiment, ça va être une rupture. Et la coopération monétaire, ça va être vraiment une rupture. Mais il n'est pas exclu que sur d'autres, notamment sur le domaine commercial, si la France revit sa façon de faire et que on peut avoir un partenariat de transfert de technologie, c'est possible qu'on puisse continuer à collaborer. Mais cette façon de domination, vraiment, on ne peut plus continuer avec ça parce que le sous-développement, ou en tout cas cette situation de précarité dans laquelle elle a toujours fait pour nous maintenir, vraiment on en a marre et c'est pour ça que nous voulons mettre fin à cette situation. Et les populations l'ont très bien compris, les gens ont compris que la pauvreté aujourd'hui, c'est un mécanisme qui a été fabriqué non seulement pour nous maintenir dans cette situation, parce que quand vous regardez un pays comme la Côte d'Ivoire, quand vous regardez un pays comme le Niger, quand vous regardez un pays comme le Mali, quand vous regardez un pays comme la Guinée avec autant de ressources et qui n'arrivent pas et qui sont toujours dans les pays les plus pauvres, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Alors que ce sont nos pays qui contiennent toutes ces ressources naturelles, toutes ces matières premières-là qui sont littéralement transformées à l'Occident. En Occident, vous voyez la chemise que je porte, et peut-être que c'est le coton burkinabé qui a fait cette chemise-là. Et alors, à combien on paye le coton au Burkina Faso? Et combien revient aux paysans burkinabés qui cultivent le coton? Alors que combien je paye cet habit par rapport à la quantité de coton qui a été utilisé pour fabriquer cette chemise-là. Donc, vous voyez, ce sont autant d'éléments que les populations de plus en plus ont pris bonne conscience et ne veulent plus de cette façon de collaborer, ne veulent plus cette façon de partenariat, mais se proposent ouverts pour recevoir d'autres types de partenariats. Et c'est pourquoi d'ailleurs, vous voyez, l'ensemble des populations disent qu'il faut multiplier les partenariats. D'abord, sécuritaire parce que c'est le problème du moment au Burkina Faso, mais il y a aussi du côté commercial, sur les questions monétaires, sur les questions industrielles, sur les questions de services. C'est autant de paquets de partenariats qu'il faudra développer, diversifier pour que nous aussi nous bénéficions de toutes ces ressources que nous, de toutes ces matières dont nous disposons. Donc voilà le plus que je voulais apporter par rapport à cette question. Infiniment Nabaloum pour cette réponse par rapport à ce sujet. Eh bien, vous avez été assez clair. Il ne s'agit pas aujourd'hui de se séparer totalement de la France, mais surtout sur le plan sécuritaire, voilà, de voir différemment. Je crois que c'est un peu ça, de manière résumée. Eh bien, Thielou Lawson, vous dites ? Et monétaire, surtout la monnaie. Et monétaire, oui, voilà. C'est d'ailleurs un problème partagé par presque tous les pays d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest qui utilisent le franc CFA. Eh bien, donc, je disais Thielou Lawson et Nabaloum Abdoulaye, ne partez pas en prenant cette courte transition, c'est parce qu'on change de camp. On sort du Burkina Faso pour la Guinée équatoriale.
Eh bien voilà, vous regardez toujours Politoscope du 20 novembre 2022. Nous avons épluché la question sur les manifestations au Burkina Faso. Place à présent à l'Afrique centrale. On parle de Guinée équatoriale avec le scrutin qui a donc lieu ce 20 novembre 2022. Ce sont des élections générales comprises présidentielles, sénatoriales, législatives et puis communales, bien sûr. On parle de ces élections avec 420 000 électeurs qui sont attendus aux urnes, mais peut-être finalement c'est pour un résultat qui ne surprendra personne. Première réaction, Thielou Lawson, on a bien envie de vous entendre sur la question. C'est vrai, c'est un sujet qu'on a souvent eu à aborder sur ce plateau, notamment la question de la Guinée équatoriale et son président qui brigue donc son 6e mandat. À celui-ci, il est tout de même prêté un bilan pas très élogieux, mais presque parfait sur le plan économique, sur le plan, bien sûr, du développement, mais maintenant sur le plan des droits de l'homme, de la politique, de la gérance, de la gouvernance. Les partis beaucoup plus extérieurs estiment que ce n'est pas vraiment la bonne carte tirée. Peut-être première lecture avant de passer la parole à Nabaloum. De toute évidence, nous savons que le scrutin en Guinée équatoriale n'a aucun suspense. Oui. Et les résultats sont assez prévisibles parce que, vous voyez, le cas de la Guinée équatoriale est assez pathétique, assez, je dirais, symptomatique de la situation des pays africains en général. Et qui jette assez, je dirais, un panorama assez pessimiste sur la gouvernance de certains pays africains. Monsieur le président Teodoro Obiang Mbasago, il faut le rappeler, à 80 ans, à 43 ans au pouvoir, il a battu le record d'un président le plus, je dirais, qui a le plus duré au pouvoir dans en guillemets, une république. Et il est donc dans son 6e mandat. Vous voyez? Et ce monsieur, si on jette un regard sur la situation politique, son parti détient 100%. Vous voyez, la majorité à l'Assemblée nationale, oui. À l'Assemblée nationale, 99 sur 100 à l'Assemblée nationale. Et au niveau du Sénat, 55 sièges sur tous les sièges au Sénat. Voilà la situation politique. Son vice-président est bien évidemment son fils, qui trace une certaine, je dirais, changement dynastique qui se profile à l'horizon pour la Guinée équatoriale après toutes ces années. Et donc, c'est assez regrettable ce palmarès qui n'augure pas vraiment d'un très bon avenir pour ce pays. Donc, le scrutin actuellement ne va pas vraiment changer la donne. Oui, sans enjeu tout à fait, dans la mesure où les 2 candidats qu'il a autorisés, il y a un seul parti politique qui est autorisé dans le pays, et ce parti politique n'est pas joue au chrysanthème en réalité. L'autre est un allié du président, du parti au pouvoir. Monsieur Assoumou Bonaventure est un allié. Et donc, ce scrutin-là, c'est juste un peu pour jouer au chrysanthème et ce n'est pas de réel enjeu. Mais ce qui est encore plus grave, c'est quand vous jetez un regard sur le plan économique. C'est vrai que ces partisans évoquent la question de la paix, mais quand vous jetez un regard sur le plan économique, c'est pas du tout reluisant. Je dirais même c'est catastrophique. Mais on parle, Thielou Lawson, on parle tout de même d'une baisse de l'inflation de 4,8% en 2020 à 2,1% en 2022. C'est vrai qu'on continue de parler du chômage et puis peut-être une hausse à 3,8% en 2022 de l'inflation. Mais on pourrait peut-être dire que le président Obiang Nguema, parmi du moins dans son bilan, on peut inscrire l'étoile économique. On parle aussi du développement. On veut bien considérer cette thèse, oui. Mais à l'analyse, elle se fracture
elle se dégonfle. Par exemple, les indicateurs sont assez précis. Le taux de chômage est à 8,2%. Si on voit sur, disons, une dizaine d'années, l'évolution de la pauvreté dans le pays, eh bien, en 2011, c'était de 43%, mais en 2020, c'est monté à 67%. Ça veut dire que la population devient de plus en plus pauvre et qu'il y a une certaine baisse du pouvoir d'achat des populations qui sont livrées à elles-mêmes. Donc ce bilan-là, pour un régime qui gère ce pays depuis 43 ans, on ne pourrait pas juste s'appuyer sur un petit regain dans la dernière période pour justifier un mandat aussi dont le bilan est aussi catastrophique. C'est tout à fait évident. Tous les économistes s'accordent là-dessus. Sur le plan toujours de l'économie, les affaires de corruption se succèdent. Nous voulons rappeler par exemple l'accusation qui porte sur son fils de corruption aux États-Unis, révélée par le journal Wall Street, de 300 millions. Vous voyez, tous les voitures de luxe, les maisons de luxe, tout ça, qui sont le fruit d'une certaine corruption. Et les mêmes affaires de corruption sont au niveau du tribunal en France, ou dans l'affaire des biens mal acquis. Et tout ça ne sont pas assez révélateurs d'une bonne gouvernance économique dans ce pays. Aucune mesure n'a été prise par rapport justement à cette situation qui imprimine la vie de présidence. Il faut aussi remarquer, lorsqu'on évoque ces réalisations, on ne peut pas ne pas lui opposer la cité, la construction de la nouvelle capitale, Ciudad de la Paz, qui est aux arrêts quand vous arrivez dans cet éléphant blanc au sein de la forêt équatoriale. Mais la construction est arrêtée et la ville est complètement déserte et c'est les animaux, c'est la vie sauvage qui reprend toute sa force dans cette ville immense qui était un projet pharaonique qui a connu vraiment des ratés assez inexpliqués et normalement le président, en tout cas son gouvernement, devait s'expliquer là-dessus. Toutes les questions ne sont pas prises en considération aujourd'hui. On ne peut pas avoir de la satisfaction par rapport aux résultats économiques de ce point de vue. Je terminerai quand même par la question des droits de l'homme qui est assez préoccupante puisque les opposants, le seul parti politique, les citoyens pour l'innovation sont responsables est en prison. Plus de 150 militants sont en prison. D'autres ont été torturés, disparus, blessés et d'autres sont exilés. La fermeture des frontières et surtout l'arrestation des populations d'autres ressortissants des pays africains ressortissants qu'on essaie d'arrêter dans des conditions inadmissibles et qu'on renvoie dans leur pays. Tout ce climat anxiogène sur fond de rumeurs de coups d'État, de mercenariat, tout ça crée une situation assez paranoïaque qui fait que ce pays, je dirais, court tous les dangers en termes de sécurité, en termes de stabilité dans la sous-région. Donc on ne peut pas ne pas se satisfaire de ce qui va se passer, mais l'essentiel aujourd'hui, c'est de se projeter dans l'avenir avec les politiciens, la société civile, pour penser la Guinée équatoriale de demain, au-delà de la férule de ce régime qui a duré une cinquantaine d'années pratiquement. D'accord, merci Ache Lulawson pour cette lecture. Bien sûr, on retrouve Nabaloum Abdoulaye. Alors, vous qui êtes considéré comme un militant pour la souveraineté des peuples, qu'est-ce que vous pensez de cette politique mise en place du côté de la Guinée équatoriale, notamment avec ce scrutin, on va dire sans enjeu, qui est organisé aujourd'hui avec une majorité du parti PDGE quand même, que ce soit à l'Assemblée nationale ou alors au niveau du Sénat, un peu de partout. Voilà, quel regard peut-être à déposer sur cette politique, surtout quand on sait aussi que sur le plan du développement et sur le plan économique, on n'a pas trop à s'en plaindre finalement. Alors, de mon point de vue, il y a un enjeu, et l'enjeu, c'est l'enjeu démocratique, puisque c'est le modèle qu'on nous a fabriqué pour dire qu'il faut des élections démocratiques.
Alors, je ne vais pas revenir sur les éléments de détails techniques qui ont été assez fournis par mon aîné, mais je vais revenir quand même sur la gestion du pouvoir et le système politique en lui-même pour donner mon point de vue. Si aujourd'hui il y a des élections et qu'on estime que c'est juste une formalité, donc ça veut dire que le système démocratique en lui n'a pas véritablement produit les résultats tant souhaités. Donc aujourd'hui, il faut vraiment se poser la question, est-ce que les systèmes démocratiques et d'autres systèmes qui ont été implémentés en Afrique reflètent vraiment l'intérêt ou les aspirations de nos populations? C'est à cela qu'il faut se poser les questions, parce que depuis lors, on a nos dirigeants qui, on les condamne toujours parce qu'ils ont duré au pouvoir, ou bien parce que... Vous me recevez? Parfaitement, allez-y, Nabaloum. Donc, je disais que on condamne nos dirigeants parce qu'ils ont duré au pouvoir, parce qu'ils ont voulu répondre à certains standards internationaux, lesquels standards forcément ne correspondent pas aux intérêts ni aux aspirations des populations. C'est pourquoi nous, dans le cadre de nos luttes de souveraineté et d'indépendance, souhaitons, et en tout cas nous allons toujours l'impulser, à ce que nos dirigeants puissent concevoir des politiques, puissent concevoir des mécanismes qui s'adaptent beaucoup plus à nos réalités. Alors, lorsque vous regardez du gros des 43 ans de gestion de l'État de la Guinée équatoriale, est-ce que les populations s'en plaignent? Est-ce que le président travaille dans l'intérêt ou répond aux aspirations des populations? Je pense que les populations s'expriment lorsqu'elles sont opprimées, lorsqu'elles se sentent repoussées ou en tout cas retranchées dans l'inconfort possible. Et cette expression, elle va se réaliser si les populations ne se reconnaissent pas dans la gestion que leur président est en train d'implémenter ou est en train d'exercer. C'est le cas également lorsqu'on regarde le Cameroun, où le président Paul Biya a duré au pouvoir. Mais est-ce que la politique qu'il mène répond aux intérêts des populations? C'est à cela qu'il faut beaucoup apprécier ceux qui ont duré au pouvoir, de mon point de vue, et non contrairement à cette façon de pouvoir répondre aux standards internationaux, parce que, en tout cas, moi, je pense que les standards internationaux, beaucoup ne répondent pas aux intérêts des populations africaines, beaucoup ne répondent pas, en tout cas, à la volonté et à la vie quotidienne même des populations. Donc, ici, le président Teodoro, si c'est une formalité, c'est parce que les populations croient en lui, c'est parce que, en tout cas, il travaille d'une certaine manière à répondre aux intérêts des populations, il travaille à satisfaire d'une certaine façon ces populations-là. Aussi, on dit que c'est un parti unique où il y a un candidat qui est de son bord. C'est dire qu'il arrive quand même à donner cet équilibre dans la gestion du pouvoir, en tout cas, ou par la gestion du pouvoir, mais aussi la gestion de l'État pour permettre à l'ensemble des cadres ou à l'ensemble des personnalités ou à tous ces leaders de son pays de pouvoir participer d'une certaine manière à la gestion de l'État et de l'ensemble de leur pays. Nabaloum, peut-être pour vous relancer, Nabaloum, peut-être pour vous relancer, on parle tout de même d'un chef d'État qui s'est arrangé pour ne pas avoir d'opposition dans son pays et avoir suffisamment de majorité. C'est vrai, et vous avez cité le Cameroun tout à l'heure avec une sorte de majorité également du côté de l'Assemblée nationale et tout ce qui va avec. Mais est-ce que vous voulez dire par là que finalement en Afrique, peu importe si le président s'éternise, veux-je dire, au pouvoir, si c'est un sempiternel président qu'on a année après année, l'essentiel est que le travail soit bien fait et que les populations soient donc satisfaites sur le plan de leurs aspirations. Mais maintenant,
quel est le thermomètre qu'on utilise finalement pour se rassurer de cette satisfaction? Est-ce que c'est forcément par des mouvements de manifestation? Est-ce que c'est forcément par une sorte d'invasion? En tout cas, j'attends votre avis. Alors, merci. Lorsque vous regardez nos traditions africaines, oui, où on avait des rois, on avait, en tout cas, on avait des rois, on avait une certaine organisation qui était en place et qui gérait, en tout cas, soit des cantons, soit des régions. On ne parlait pas, il y avait dans certains cas où il y avait de la succession au niveau de la gestion, soit de leur canton ou de leur terroir. Il y a toujours un processus de succession du pouvoir. Donc, pour répondre à votre question, comment on mesure cette température-là, je pense que dans tous les différents domaines, on a des indicateurs qui peuvent permettre d'apprécier si effectivement la gouvernance répond à la volonté ou en tout cas apporte un progrès. J'aime beaucoup plus le terme progrès que développement. Est-ce que la gouvernance apporte un progrès au niveau de l'État? Et ces indicateurs peuvent être définis avec l'ensemble des populations ou avec en tout cas un ensemble de leaders du pays qui vont définir ces indicateurs-là. Et par ces indicateurs, on peut apprécier si telle personne qu'on a désignée apporte un plus à notre pays ou pas. Et sur la base de ça, ça peut être une base d'évaluation. Et sur cette base d'évaluation-là, on pourrait, au terme de son mandat ou en cours de mandat, recadrer pour dire, monsieur, nous vous avons confié la gestion de notre pays, mais voici les résultats que vous avez produits, et ces résultats ne répondent véritablement pas, alors nous allons devoir vous mettre de côté et chercher une autre personne. De mon point de vue, voilà ce que je peux apporter par rapport à cette situation. Mais lorsque je vais encore étendre mon analyse, que lorsque vous avez vu du côté de l'Allemagne, Angela Merkel, elle a fait combien d'années? Quand vous regardez la Chine, Xi Jinping, il a fait combien d'années au pouvoir? Le président Vladimir Poutine aujourd'hui, qui fait la fierté de la Russie, il a fait combien d'années au pouvoir? Donc pour moi, la question de la durée au pouvoir, il faut véritablement l'apprécier, le contextualiser par rapport à la réalité de chaque pays et pour nous, Africains, par rapport à nos réalités. D'accord, merci Navaloum Abdoulaye. Eh bien, Tché-Elou Lawson, est-ce que finalement on ne devrait pas contextualiser, comme le dit peut-être Navaloum Abdoulaye, selon les pays, selon leur réalité, selon en tout cas leur challenge, disons-le comme ça, voilà, la forme de l'État? Alors, à chaque fois que j'entends ce discours, j'ai des frémissements. Oui. J'ai des frémissements parce que ce discours part d'un a priori qui porte en lui-même les germes de sa faiblesse. Voyez-vous, il est évident que chaque pays, chaque peuple a ses propres réalités. Et ceci dit, les fondamentaux, le bon sens est la chose la mieux partagée. Les fondamentaux restent les mêmes dans toutes les sociétés humaines. Donc, on ne peut pas partir du fait que la démocratie, qui a ses propres exigences, soit d'une certaine manière bonne pour certains peuples et pour certains, c'est pas du tout bon. Je refute, je recuse cette assertion. Je crois que la lecture, nous faisons une certaine mauvaise lecture de la démocratie en l'affublant d'occidental. C'est un certain nombre de régimes de gouvernance qui ont été essayés depuis l'histoire de l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Il en infère que la moins mauvaise est la démocratie, c'est-à-dire le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Toute la question est de savoir comment on l'applique. Donc, en Afrique, si
les Occidentaux eux-mêmes essaient de l'appliquer d'une certaine façon dans leur propre, sur leur territoire, mais quand ils viennent en Afrique, ils encouragent à ce qu'on la dévoie. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ceux qui recusent la démocratie à cause de ça sont en train de faire l'erreur de jugement. Vous voyez, allez dans tous les peuples africains, dans tous les pays, demandez-leur est-ce que vous voulez choisir librement vos dirigeants. Ils vont vous dire oui. La question ici, c'est que ceux qui restent longtemps au pouvoir utilisent des mécanismes de contrôle du peuple, c'est-à-dire la force, la police, l'armée, pour opprimer. Les finances, la question des finances, où le parti État contrôle toutes les ressources du pays. Et la liberté d'expression est contrôlée, à telle enseigne que le peuple, tout à l'heure mon copanéliste disait que si le peuple est satisfait, cette satisfaction on ne peut pas la mesurer dans la mesure où vous êtes dans un rapport de force où une seule personne concentre tous les pouvoirs, il n'y a pas de contre-pouvoir. Donc le peuple est complètement laminé, asphyxié, arrêté, emprisonné, et l'indicateur c'est de voir la question des droits de l'homme dans ces pays. Combien de personnes sont en prison, combien d'exilés, combien de disparus, combien de tués. Vous voyez, et c'est ça l'indicateur de ce genre de pays. Donc, on ne peut pas nous convaincre que, effectivement, si le dirigeant reste longtemps au pouvoir, il faut voir la satisfaction du peuple. Je pense que c'est un argument assez qui mérite d'être reconsidéré. Ce que nous disons, c'est que le problème n'est pas au niveau de la durée du dirigeant. Le problème, c'est les mécanismes qui permettent à ce dirigeant de rester longtemps au pouvoir. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par là? Si nous avons un pays où les institutions sont libres, c'est-à-dire le système électoral, le CENI ou la commission électorale est vraiment indépendante, où le système de justice, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle est libre de dire le droit, où les forces armées ne sont pas systématiquement pour appuyer le leader, et quand il y a élection, ces élections sont libres, transparentes, démocratiques. Bien évidemment que si le leader fait un bon travail, le peuple a la liberté, a la souveraineté de le reconduire autant de fois que ce peuple le veut. Mais si le peuple décide non seulement de se débarrasser de lui, eh bien, que ça aussi, cette volonté soit entendue. Il est évident de remarquer qu'à chaque fois que le peuple dit non à un dirigeant, eh bien, en contrepartie, ce peuple est tué, blessé, martyrisé. Et nous voyons le cas aujourd'hui au Tchad, avec la répression sanglante qui a connu le fait que beaucoup de manifestants, on parle de 350 ont été assassinés. On l'a vu également au Burkina, quand ce peuple-là s'est levé contre la dictature de Blaise, ou d'autres qui ont suivi, eh bien, nous avons connu des blessés et des morts. Ce n'est pas normal, et donc on ne peut pas, de ce point de vue, supporter cela. Ce qu'il y a lieu de dire, en définitive, c'est que l'Afrique a besoin des institutions fortes. Ces institutions-là, indépendamment du président, doivent être capables, au moment venu, de pouvoir permettre au peuple l'expression de sa volonté populaire à travers un vote libre, démocratique et prospère. Et si ce résultat est accepté par toutes les parties, là, on n'a pas besoin de limiter le mandat du président parce que les choses seront claires. C'est ceci qui se passe dans d'autres pays. Dans le cas de l'Afrique, on n'est pas encore dans ce schéma où le président a tout le contrôle et c'est avec ça qu'il se maintient au pouvoir malgré ces résultats complètement négatifs, catastrophiques, et personne, il est là pour rendre compte à personne, et si quelqu'un veut, eh bien on le tue, ou on l'exile, ou on le met en prison. C'est à cause de ce schéma que nous rejetons cette lecture de dire que la démocratie c'est pour les Occidentaux, on vient de l'imposer, nous avons notre propre parti, etc., etc. Je crois que c'est un discours assez désuet qui vient conforter la dictature ou les partis uniques, et nous l'avons essayé depuis 1960, on a vu les résultats catastrophiques, c'est ce qui nous a amené à cette révolte des populations pour réclamer la démocratie. Malheureusement, cette démocratie est tronquée par les Occidentaux eux-mêmes parce qu'ils veulent avoir l'accès à nos ressources et donc maintiennent les dirigeants postiches à la tête de nos États.
terminé déjà dans cette émission. Mais alors, puisqu'on parle de Thierry Lawson, vous revenez sur cette démocratie, peut-être restituer l'expression qui est souvent utilisée, c'est que la démocratie en Afrique est totalement calquée selon celle qui est utilisée ailleurs. Nabaloum Abdoulaye, est-ce qu'il faut donc analyser ce qui se passe aujourd'hui en Guinée équatoriale comme voilà, le président Obiangema a compris que on veut absolument des élections, on veut absolument une démocratie, même si elle est habillée ou alors teintée parfois de fraude ou tout ce qui va avec. Alors du coup, il organise des élections, même si celles-ci sont sans enjeu. Alors, avant de répondre à celle-ci de questions, revenir peut-être sur ce que Thierry Lawson disait, parlant surtout des manifestations qui ont eu lieu par exemple au Burkina Faso, au Tchad, mais en Guinée équatoriale, on n'en entend pas vraiment parler. C'est que soit le peuple est totalement muselé, soit il est convaincu de son dirigeant et il n'a pas besoin d'un autre parce qu'il n'a jamais connu un autre. Alors, merci. Je vais effectivement revenir sur les propos de mon aîné. Oui. Alors, la démocratie, oui, tous les peuples veulent la démocratie. Mais la démocratie telle qu'on nous l'a implémentée n'est pas la bonne manière. Pourquoi? Parce que c'est ceux-là même qui sont venus nous implémenter la démocratie qui se retournent derrière pour instrumentaliser, pour en tout cas avoir toutes les contorsions possibles avec nos dirigeants pour que toutes les politiques qu'ils mettent ne puissent pas répondre aux aspirations et à l'intérêt de leur peuple. Je vais prendre pour exemple le président Idriss Déby. Il a donné une interview avec le groupe France Média. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, où il dit que lorsqu'il a pris le pouvoir, il avait pris en tout cas un engagement avec son peuple de ne pas se représenter encore pour être président du Tchad. Et lorsque le mandat tirait vers sa fin, il y a des experts français qui sont venus le rencontrer pour dire: Monsieur le Président, vous ne pouvez pas quitter le pouvoir. Si c'est la question de la limitation, nous avons les éléments. Il dit non, c'est lui qui a signé la Constitution et que dans la Constitution, lui-même, il a dit qu'il ne va pas se représenter. Et ce sont ces mêmes experts qui l'ont dit: non, il n'y a pas de problème, nous allons trouver les voies et les moyens pour contourner cette Constitution-là pour que vous puissiez vous représenter. Et c'est ce qui a fait et que le père Déby a duré au pouvoir. Alors, et cette démocratie qu'ils sont venus nous implémenter, et ils reviennent pour trouver tous les mécanismes de ce contournement-là. Est-ce qu'on peut dire que cette démocratie, c'est celle-là qui est adaptée pour nous? Non, c'est en cela que nous disons non, il faut que nous puissions réfléchir pour trouver les mécanismes pour avoir des institutions qui soient fortes pour nous-mêmes. Donc, pour répondre à votre question, je dirais que au niveau de la Guinée équatoriale, je ne maîtrise pas trop la politique intérieure de ce pays pour me prononcer, mais je me dis que il y a la possibilité que la population soit muselée, mais on ne peut pas museler une population pendant longtemps. Et du haut de son âge, même s'il y a une dynastie qui est en train de s'organiser pour passer le pouvoir à son fils ou à d'autres proches de sa famille, je pense qu'à un moment donné, ça ne pourra pas se continuer parce que la lutte que nous sommes en train de mener, la lutte de souveraineté, la lutte de libération, c'est justement pour appeler aux populations à toujours se mobiliser pour regarder qui est le dirigeant en face. Est-ce que le dirigeant que nous avons, c'est celui-là qui travaille dans le sens de servir les intérêts, ou bien c'est celui-là qui est là dans le sens de travailler pour un groupuscule de personnes, ou bien c'est celui-là qui est là en train de travailler pour servir les intérêts de l'impérialisme. Donc c'est tout le sens de notre combat, et ça ne s'arrête pas là, et nous avons bon espoir que les jeunes et les populations dans l'ensemble des pays du continent africain vont prendre conscience que le pouvoir appartient au peuple. Et c'est le peuple qui dirige, qui choisit son dirigeant. C'est vraiment le message et tout le sens de notre lutte.
Abdoulaye, nous en avons pratiquement terminé sur ce plateau. Eh bien, Thielou Lawson, peut-être revenir également à la suite de ce que Nabaloum a dit sur le fait que la Guinée équatoriale aujourd'hui se sert suffisamment peut-être de ses ressources. C'est vrai, peut-être pas assez, puisqu'elle débute à peine dans le domaine de ses ressources naturelles. Elle vit par exemple de son pétrole. Est-ce que ce n'est pas ça qu'on attend d'un chef d'État finalement, plutôt que, comme j'aime à l'appeler souvent, la chaise musicale? De toute façon, oui, en effet, les ressources d'un pays appartiennent à l'ensemble de ses citoyens. Donc, il faut bien gérer ces ressources-là et pour faire ce qu'on appelle au niveau de l'économie de la distribution à la fin de la journée. Et cette distribution équitable va soutenir les plus faibles et va mettre à la disposition de ces populations les infrastructures de santé, d'école, d'éducation et tout ça. Mais il faut un contre-pouvoir pour pouvoir vérifier justement si cette gestion est équitable et que l'argent du pétrole ne devienne pas de l'argent de la corruption, comme ça a été reproché au gouvernement équato-guinéen, et que cet argent va y renforcer les comptes de ces dirigeants ou de sa famille dans les paradis fiscaux. Vous voyez, mais si on analyse un peu la situation de la Guinée équatoriale, bien évidemment, il est mis à l'index en termes de corruption, donc cet argent ne va pas visiblement vers la population, ce qui explique le taux de pauvreté et la paupérisation de la population. Et donc, maintenir ce dirigeant-là pendant des années, et estimer que son peuple, qui n'a même pas la voix au chapitre, qui est complètement muselé, ne peut même pas se prononcer, sinon c'est la mort, c'est l'exil, c'est la prison, eh bien ça nous pose un problème. Nous pensons que la démocratie, c'est justement de donner tous les leviers à un peuple de pouvoir choisir ses dirigeants. Mais que ces instruments, ce mécanisme, soient libres, démocratiques et transparents. Et si le peuple choisit de maintenir un bon dirigeant, oui, il a le droit. S'il choisit aussi de l'enlever, il a le droit. Mais dans les figures d'espèce, à chaque fois que le peuple ne veut pas d'un dirigeant, on le tue. On le tue dans le cas africain. Et c'est sur ça que nous nous élevons. Alors que dans d'autres pays, quand le peuple décide, eh bien, le président s'en va. On regarde les élections, par exemple, aux États-Unis, quand le peuple américain s'est levé contre la gouvernance de Trump, bien qu'il a tous les mécanismes, l'armée, l'argent, les réseaux pour se maintenir, eh bien, les institutions fortes ont dit le droit et la volonté populaire. Si c'était dans un pays africain, il aurait pu massacrer, il aurait pu tuer, il a même essayé de s'attaquer au Capitole. Il aurait pu, donc, il ne serait jamais parti. C'est de ça qu'il s'agit. Il va rester ad vitam. Et on va dire que oui, le peuple est content. Non, le peuple africain n'est pas content de ses dirigeants. Il faut qu'on se le dise. Et donc, pour pouvoir y arriver, il faut des institutions fortes. Et bien évidemment, il faut laisser la volonté au peuple de le choisir. Je voudrais quand même rappeler à mon cher frère panéliste, comme je l'ai dit au début de notre conversation, que nous partageons les mêmes frontières, les mêmes réalités. Le Togo, qui est donc un pays frontalier du Burkina, eh bien, là, je peux lui témoigner que depuis 60 ans, qu'une seule famille dirige au Togo. Le premier président démocratiquement élu a été assassiné en 1963 et une dictature militaro-monarchique clanique s'est imposée dans le pays. Le père a fait 38 ans et à la mort, son fils a pris le pouvoir dans le sang, 2000 morts, beaucoup de blessés, d'exilés, et il s'est imposé depuis 17 ans. On ne peut pas me dire aujourd'hui que le peuple togolais est content, est satisfait de la gouvernance de la famille Gnassingbé. On ne peut pas le dire à tout point de vue. Et les Burkinabés le savent très bien. Nous n'avons jamais l'opportunité de pouvoir changer de dirigeant. Ce cas d'espèce est très clair pour ne pas aujourd'hui venir soutenir les longs règnes qui fait que le président de fait au Togo, Faure Gnassingbé, est dans son 4e mandat, voyez, et se prépare pour un 5e mandat,
voyez? Donc, quand vous voyez ces cas de figure, eh ben, il faut prendre du recul par rapport à ces arguments de dire que bon, la longévité de ces dirigeants par la force, la violence, la fraude électorale et la mauvaise gouvernance, la corruption, la kakistocratie, c'est-à-dire la gouvernance par les pires, par les mauvais dans un pays, soutenue par les Occidentaux, c'est quelque chose que nous devons rejeter. Et c'est même le sens de notre lutte de souveraineté et de réveil et le patriotisme panafricain. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Merci infiniment Thielou Lawson pour cette lecture. Voilà, Nabaloum Abdoulaye, nous en avons terminé dans cette émission. Et bien peut-être un mot de fin par rapport au Burkina Faso. Est-ce que d'autres manifestations sont peut-être prévues? Parce qu'ayant eu Nestor Podacé de Planète des jeunes panafricanistes, eh bien, on parlait de manifestations pas très bien préparées. Donc peut-être d'autres sont en cours. Oui, merci à vous. Il faut dire qu'au niveau de la société civile, actuellement, il y a des organisations, il y a des regroupements qui sont en train de se faire. Et bien entendu, il y aura des manifestations, mais comme la population dans sa globalité a bien compris l'enjeu, nous avons compris qu'il faut se mettre ensemble pour soutenir le dirigeant que nous-mêmes nous avons choisi. Donc, c'est pourquoi, en tout cas, il y a des regroupements qui sont en train de s'opérer dans le sens de soutenir, parce que on a bonne conscience que l'impérialisme ne s'est pas avoué vaincu, et il y a aussi ces politiciens véreux qui sont toujours de côté, que nous surveillons de très près. Encore merci à mon aîné, Lawson, du côté du Togo. Merci à toute l'équipe technique et de réalisation, et bonsoir et bonne reprise de semaine. Merci infiniment Nabaloum. On remercie également Thielou Lawson qui a pris part à cette émission Politoscope du 20 novembre 2022, d'ailleurs qui met la clé sous le paillasson. Et je ne vous laisse pas orphelin car nous avons l'ouverture de la Coupe du Monde bien sûr qui se joue en ce moment. C'est un match entre l'Équateur et le Qatar, pays hôte. Vous avez donc une émission spéciale Coupe du Monde sur notre radio 96.3 FM avec un relais bien sûr à la télévision et bien sûr à l'antenne. Au revoir à tous et rendez-vous dimanche prochain.